Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue pour une Alia Story incroyable et passionnante, celle de Daniela Wexler. Alors Daniela, c'est une ancienne juge, on peut vous présenter comme ça, mais c'est un peu réducteur de s'arrêter à sa fonction. Elle a une vie riche et un héritage incroyable. Bonjour Daniela. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'avoir invitée. Mais non, avec plaisir. Donc, vous êtes en Israël depuis de nombreuses années, je crois plus de 50 ans, on peut dire ça comme ça. Même plus que ça encore. Plus que ça. Voilà. Vous êtes arrivée toute jeune, vous aviez 8 ans, 9 ans, je crois. Voilà, et vous êtes issue en fait d'une famille incroyable, impressionnante, puisque votre nom de jeune fille c'est Danielle Racine, que vos parents ne sont autres que Emmanuel et Sarah Racine, très connus. Alors je ne sais pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire sur votre famille, mais vous êtes aussi la nièce de Mila Racine, une très grande héroïne de la résistance. Voilà, et votre père a été pendant très longtemps président des Français d'Israël. Mais avant d'en arriver là, bien évidemment, vous étiez... Je vous ai apporté sur la carte, il y a le portrait de Mila. Le portrait de Mila, ok. Entre les portraits, là. Il y a non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, on verra si on peut passer une photo de Mila. Voilà, mais en tout cas, vous êtes là pour nous raconter votre histoire. Forcément, celle qui vous précède est imbriquée dans la vôtre. Alors, comme vous êtes arrivée, toute la famille en Israël, comment ça s'est passé ? Mon père est arrivé en 1951, invité par le gouvernement d'Israël pour monter la Société nationale de pétrole. Il est arrivé, il était en France, il travaillait dans un cadre de société familiale, Gasoline. Parce que je crois que c'est votre grand-père qui avait monté cette société. Oui. Ok. Et en plus, mon grand-père, il s'appelait Wexler. Et il est arrivé ici et Moshe Charette et le gouvernement ici, ils ont dit, on n'y comprend rien. La société Shell a quitté Israël à cause du boycott arabe et on ne sait pas par quoi commencer. Et lui, il n'avait plus de société de pétrole qui gérait le pétrole. Il n'y avait rien. Pas, et il ne savait pas ni comment importer. Il ne savait rien. Et lui, il a tout monté dès le début. Il a créé une société énorme qui aujourd'hui a été achetée par quelqu'un de privé, Tchouva. Mais il a créé la société. Mais il a créé pendant 25 ans, il était le directeur de la société. Société Delec. Voilà. Et il est signé sur tous les contrats d'achat de pétrole de Russie, d'Iran, de partout. C'était compliqué d'acheter le pétrole dans le temps. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'était une grande aventure. Et donc ça veut dire qu'en 51, il est contacté par le gouvernement d'Israël. Oui. Et il décide de tout quitter et de venir, alors qu'il était très bien établi. Vous habitiez dans le 16e, enfin vous aviez une vie tout à fait... Personne ne pouvait comprendre ça. Comment on quitte aujourd'hui, même mes enfants et mes petits-enfants, comment ils ont quitté une telle bonne vie à Paris pour venir en Israël. Et mes parents, ils étaient sionistes. Alors encore ici, on me demande à quel parti ils étaient. Ils étaient à aucun parti. Ils étaient sionistes. Ils ont toute leur vie fait tout ce qu'ils pouvaient pour Israël. Il faut dire qu'ils ont passé la guerre et ils ont été résistants pendant la guerre. Enfin, surtout votre Mon père papa. était résistant et ma mère était cachée avec ses parents avec des faux papiers, Simone et pas Sarah. Et pendant la guerre, et ses deux frères étaient prisonniers de guerre, une longue histoire aussi. Mais c'est quoi? C'est le fait d'avoir perdu sa sœur, la sœur de votre papa? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, elle était aux EI. C'était la première génération des EI. Ils avaient Castor et Léo Cohn et tout un groupe. Leur idée était de venir en Israël. De toute façon, avant la guerre, avant la guerre, elle avait 14 ans quand elle était... Ma mère, quand elle a joint les EI. Et
elle m'a raconté qu'elle était dans le train avec ma sœur, enceinte avec moi, et la Gestapo est montée dans le train, et qu'elle s'est jurée que si elle en sort vivante de cette guerre, elle ne restera pas en Europe. Et son idée était toujours de venir en Israël. En Palestine, comme on disait à l'époque. À l'époque. Ok. Donc, fort de cette histoire, on va dire, familiale, de son action dans la résistance, où il a caché, en tout cas, il a fait passer des enfants en Suisse, Oui. je crois, Oui. et il leur a sauvé la vie, bien évidemment. Il y a Yad Vashem, si ça vous intéresse. Il y a le département sur la France et au sujet de la résistance française, vous trouverez toute son histoire, même sa carabine. Il y a son histoire à lui, l'histoire de ses sœurs, et toute cette histoire de la résistance et des passages des enfants en Suisse. Alors, Mila, c'était sa sœur aussi, Oui, bien sûr. c'était sa jeune sœur. Donc, on imagine qu'il a dû être très marqué par sa disparition, forcément, dans des conditions dramatiques, Oui. parce qu'elle a été déportée, etc. Oui. Mais c'est ma mère qui voulait beaucoup venir en Israël, et aussi, lui qui était dans une affaire privée, pour lui, être dans une position publique, c'était une occasion, une grande aventure dans sa vie. C'est-à-dire que quitter, non seulement il y avait le sionisme qui motivait, mais il y avait aussi le challenge professionnel pour de créer. travailler pour l'État d'Israël. Oui, oui. Mais ils ont quitté cet hôtel particulier dans le 16e. Et quand on est arrivé en Israël, on habitait à Tel Aviv. Mon père avait loué un petit appartement de 3 chambres. Et ma mère, qui souffrait de la chaleur et qui restait là-bas à laver la vaisselle après la bonne vie à Paris, et qui pleurait parce que ça lui était difficile, lui disait « Mais c'est toi qui as voulu venir ». Et c'était un autre genre de vie. C'était un autre genre de vie. C'est tout à fait intéressant de vous écouter toutes ces années après raconter cette histoire de ceux qui ont créé notre pays. Il faut dire la vérité. Je pense, pour moi qui suis venue on m'a mis à l'école communale. À Paris, j'étais à l'école La Fontaine, Okay. dans le 16e. Ici, c'était une école en Israël. Alors, ma mère, elle me disait, il y avait à l'école à La Fontaine, il y avait un gardien, et il y avait une grande porte en fer où on ne pouvait pas sortir. On n'a jamais compris comment tu arrivais à t'enfuir de l'école. Alors, quand on est arrivé en Israël, je ne savais pas l'hébreu. Elle était très inquiète que si je m'enfuis de l'école, comment... Et je m'enfuyais pas. Alors elle m'a demandé pourquoi en France tu t'enfuis des cours et ici tu restes. Elle me dit parce qu'ici il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de porte. Aujourd'hui il y a des gardiens, mais dans le temps il n'y avait pas. C'était ouvert. Et peut-être ça, c'est dans mes souvenirs à moi, la vie des enfants en Israël est tout à fait différente. Elle est extraordinaire. Surtout à mon temps. Moi, on a grandi dans la Jdéra, toute une bande de gosses qui jouaient dehors. C'est la liberté. Oui. Alors, c'est un autre genre de vie. Alors, lorsque votre papa est arrivé pour construire cette société mythique, Delek, bien connue de tout le monde, en 1951, donc c'était une société de pétrole nationale à l'époque, vous êtes arrivé en 1952, oui. L'année suivante. Oui. Et vous m'avez raconté que lorsque vous êtes arrivé, on vous a déjà dépossédé d'une chose très importante. C'est un des premiers chocs de l'Alia. On vous a dépossédé de votre prénom. Mon nom est Daniel parce que quand je suis née à la fin de la guerre, ma mère, elle m'a nommé Daniel à cause de Daniel Begova Arayot. C'est Daniel dans la cage des lions. Et j'ai toujours su que je m'appelais Daniel parce que je m'appelais comme ça. Et en arrivant, en descendant du bateau, celui qui remplissait les fiches, il a dit Daniel, c'est un nom de garçon. Alors j'inscris Daniel. Et depuis, en Israël, on m'appelle Daniel. Ça vous a fait un choc quand même. Je crois que c'est choquant en général comme enfant. C'est pas facile de faire la Aliyah. Alors, j'ai toujours dit à mes enfants que s'ils ont des enfants Olim Hadashim dans leur classe, qu'ils soient très gentils avec eux, parce que c'était pas facile.
Alors c'est assez touchant parce que vous parliez bien sûr en préparant. Alors c'est votre Alia Story, mais on est obligé de parler, en tout cas dans votre cas, de vos parents. Votre maman disait, elle vous expliquait que venir pour vous en Israël, c'était important parce que jamais, si un jour on vous disait sale juive, eh bien vous n'auriez peur comme elle a pu avoir peur Oui, dans ce cas-là, parce qu'en Israël, les choses sont complètement différentes, bien évidemment. parce qu'on ne comprend pas ici ce que c'est. L'antisémitisme, Oui. ça n'existait pas. Enfin, ça Non, n'existait pas, on va dire. on apprend l'histoire, mais on comprend pas. C'est comme mon père, il me disait, quand il y a eu les guerres ici, qu'il courait, il m'apportait du sucre, de tout ce qu'il faut pour la maison. Je lui disais, mais il n'y a pas besoin. Il me dit, tu n'as jamais eu faim, tu ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est ça. Il me faudrait un verre d'eau. Un verre d'eau, oui, on va essayer de vous apporter un petit verre d'eau. Alors, juste pour continuer, donc vous avez fait votre scolarité, vous avez passé votre bac, vous avez grandi. Vous avez un souvenir J'étais à l'armée. Vous avez été à l'armée, vous avez un souvenir de cette époque. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? En arrivant en Israël. Entre l'arrivée en Israël, l'armée, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a... qui était... Disons, Tout était nouveau, mais je bon. vois aujourd'hui, quand je viens à Paris, je vois les enfants parisiens. Quand on est arrivé en Israël, j'étais habillée comme à Paris. On était deux petites maigrichonnes, comme ça tout le monde pensait qu'on avait de la tuberculose ou je sais pas quoi. Deux petites parisiennes. Ma sœur qui avait 14 ans, merci. Et déjà ça, ça appartient pas, c'est pas facile. Alors le temps de comprendre comment on s'habille, comment on parle autrement, à savoir la langue, c'est pas facile pour les enfants. Ouais. Alors, donc, vous faites l'armée, bien évidemment, et puis après, vous dites, vous travaillez bien à l'école, bien J'ai évidemment. fait à l'armée, j'étais en Modi'in, parce qu'on m'a dit que je parle trois langues, alors je pouvais servir à ça, mais disons que... Ça vous a pas branché? Pas trop? J'ai dans mon livre, dans mon livre, j'écris sur quand j'étais soldate que on m'a mis à taper à la machine des choses et j'ai jamais réussi à le faire. C'était pas votre truc, on va dire. Non. Bon, et puis il faut étudier. Donc, vous étiez quand même doué. Je crois que vous avez de très bonnes notes en Talmud à l'époque. Oui. Mais c'était pas votre truc, les études. En fait, vous aviez envie d'être artiste. Je pensais que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait de la peinture. Ma mère aussi, d'ailleurs, j'ai amené son livre aussi. Mais mon père, qui était un homme sérieux, il allait même dire dictateur. Alors il m'a dit que dans le bon sens du terme. Tu sais ce qu'il y a sous les ponts à Paris, il y a tous les artistes qui n'ont pas de quoi vivre. Alors moi, je paye pas pour des études où on peut pas gagner sa vie. Donc il vous a pas laissé le choix, quoi. Malheureusement, ça m'agace profondément, mais aujourd'hui, quand je suis artiste, il avait tout à fait raison. Parce que les artistes, ils peuvent pas gagner leur vie, tandis que les avocats et les juges, ils vivent très bien. Donc un peu contre nature, vous faites des études de droit? Oui, et ça, c'était bien. Je veux dire, les études, c'était intéressant, mais ce qui est intéressant dans le droit, c'est le travail. C'est le contact humain, c'est le travail avec les gens. C'est ça, c'est-à-dire que les études étaient, on va dire, intéressantes, sans plus. Si vous avez fait le droit, vous savez de quoi je parle. Mais le travail, le quotidien était complètement différent. Oui. Vous avez été juge pendant 17 ans, je crois, parce que Oui. avant ça, vous avez été maman. Vous avez une maison. Avant ça, j'ai toujours travaillé. Alors, j'ai travaillé avant à la police, après au parquet. Et après, je suis devenue juge, mais j'ai toujours travaillé. Vous avez toujours travaillé, mais au début, vous avez travaillé graduellement, on va dire. J'ai commencé par essayer d'être à la maison, et puis j'étais pas assez douée pour le ménage. Alors, c'était une bonne raison pour faire une autre carrière. Okay. Maintenant, je me suis améliorée, je trouve. Vous avez aimé votre travail de juge en Israël et puis, oui, beaucoup. Beaucoup? Oui, parce qu'il n'y a rien de plus passionnant. C'est tellement intéressant, et intellectuellement, et le côté des gens qu'on voit.
Et j'aime résoudre les problèmes. Et j'aime trouver les bonnes solutions. Ce qu'il faut. Et c'est pas facile. Pendant 17 ans, je crois que j'ai pas dormi. Parce que c'est la vie, surtout de ne pas faire une injustice. Alors, c'est incroyable parce que vous êtes arrivé très jeune. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Français, comme vous l'avez dit, mais vous avez conservé un français parfait. Est-ce que c'est grâce à votre père qu'on le doit? Oui, j'avais premièrement des leçons de français. Deuxièmement, on allait souvent en France. Et ma grand-mère habitait à Paris, mais toute la famille est restée à Paris. Et en plus, mon père, il est mort il avait 94 ans. On est 2 sœurs. Il n'a jamais accepté qu'on parle hébreu à la maison. Parce qu'il disait qu'il voulait qu'on garde le français. Et il faut dire qu'il a été pendant 40 ans président des Français d'Israël et même décoré de la Légion d'honneur. Incroyable. Officier. Et maintenant, mes petits-enfants, ils disent qu'ils voudraient bien une médaille comme ça aussi, mais ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Et je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'il faut y faire pour ça. Alors, est-ce que dans votre travail de juge, vous avez eu l'occasion de coopérer avec la France? Est-ce que vous avez... Il y avait ici un contact avec la France, avec justement ce juge du Conseil d'État, Roger Herrera, qui est venu pour donner des leçons complémentaires aux juges sur le droit français. Et ils ont institué des échanges entre des juges israéliens qui sont allés à Paris et des juges français qui sont venus en Israël. Alors on avait des échanges réguliers. Des échanges réguliers. Ça n'a pas duré beaucoup d'années, mais comme ça, j'ai fait un stage à Paris. Et je me rappelle que je suis arrivée au stage et j'ai fait connaissance avec Monsieur Drey. Le président de la Cour de cassation. Et si vous voulez, je vous raconte ma petite histoire. Allez-y. Comme israélienne, quand je suis allée faire le stage, les juges de la Cour suprême m'ont dit d'aller lui dire bonjour de leur part. Mais comme d'habitude, je me suis embrouillée dans le métro et je suis arrivée en retard. Je me suis assise à côté de sa porte, comme ça, il y avait des petits fauteuils à côté. Désespérée parce que invitée chez le président de la Cour de cassation et arrivée en retard. Et alors, il y a un jeune homme qui s'approche, c'est son aide, ou celui qui dit « Oh, ma petite dame, mais pourquoi vous êtes tellement triste ?» J'ai dit « Parce que j'avais rendez-vous à 8h30, je suis arrivée en retard. » « D'où est-ce que vous venez ?» Il me demande. J'ai dit « De Jérusalem. » Il dit « De Jérusalem? Mais moi, j'ai toute ma famille à Jérusalem, vous devez les connaître. » Il me dit le nom. Naturellement, la moitié sont en prison, la moitié sont à la police. Et alors, il me dit « Vous en faites pas, je vais vous arranger ça. Je vais juste lui mettre sa robe. » Alors, je me dis... Je ne savais pas que les juges... Je sais le français, mais pas le français juridique. Et il me fait rentrer. Monsieur Drey me dit, vous voyez, ça, c'est la robe du roi de France. Okay. La robe qu'il porte. Et après, vous en faites pas, venez déjeuner avec moi après. On va déjeuner. Il me dit, vous savez, c'est le restaurant derrière la cour où mangeait Yves Montand avec Simone Signoret, c'est leur petit restaurant. Qu'est-ce que vous voulez manger? Moi, de nouveau, je sais pas lire le menu parce que je suis française, mais je sais le français, mais je suis pas française. Alors j'avais pris comme habitude tous les juges qui m'invitaient à déjeuner, je disais comme vous. J'ai trouvé ça très pratique. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Je lui dis, comme vous. Elle me dit, quoi, vous aimez le cassoulet? Je dis, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit, vous savez, c'est les tripes et ça. Je dis, non, moi, je préfère le couscous. Alors, il me dit, vous aimez le couscous? Ma femme fait le meilleur couscous à Paris. Venez me voir. Venez dîner. Vous êtes israélienne à Paris. Venez dîner chez moi vendredi soir. J'arrive chez lui vendredi soir. Je ne pouvais pas croire. Une grande table avec tous ses enfants, une partie était juge aussi. Et il fait le kidouche, comme mon beau-père qui est dati à Jérusalem en jetant la chala. J'ai dit, mais c'est pas possible que le matin vous portez la robe du roi de France et le soir vous faites le kidouche comme mon beau-père. Avec les motifs, ouais. Alors ça aussi pour moi c'était une chose à apprendre.
que La façon d'être juif en Israël et en France est complètement c'est différente. pas la même chose. Ah ben non, c'est pas pareil, ça c'est Et sûr. j'ai toujours gardé cette image de lui avec la robe. Il est venu souvent en Israël, c'était un homme, il était sioniste aussi. Ok. Mais quand je parlais avec le public au tribunal, qui ne savait pas exactement qui je suis, il disait, oui, Monsieur Drey, c'est la mafia juive. Alors ça aussi, je ne comprenais pas. Vous ne compreniez pas que c'était à connotation antisémite? Je comprends que c'est antisémite, mais je ne comprenais pas que quelqu'un ose dire ça du président de la Cour de cassation. Ouais. C'est un des paradoxes. Oui. Malheureusement, ça peut arriver. Enfin bon, bref. Ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'était passionnant de parler avec vous. Vraiment. Merci. Merci pour ce témoignage, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler avec un juge en français, un juge israélien en français, même si vous êtes retiré du monde des affaires, on va dire ça comme ça. Et vous êtes aujourd'hui artiste à plein temps. Oui, artiste et grand-mère à plein temps. Alors vous êtes artiste, vous avez fait de nombreuses expositions, Oui. on peut le dire. Oui. Vous avez une prochaine exposition programmée? Je suis en train de préparer une exposition qui s'appelle L'art passe dans la famille. Alors, comme ma mère faisait de la peinture et dessinait, et moi et ma fille, alors on fait ensemble. Je veux mettre des dessins de ma mère, Les vôtres? les miennes et ceux de ma fille. C'est à Tel Aviv. Bon, Dalila, vraiment, on a parlé de plein de choses. On a parlé de votre famille, de la Cour de cassation, de la France, de votre travail de juge, mais on a oublié une partie aussi importante de votre vie, c'est de parler de celui qui a partagé la vôtre pendant de nombreuses années. 50 ans. Voilà, et qui vient de nous quitter malheureusement. Oui. C'est votre mari, Uzi Wexler, Oui. voilà, qui est un personnage incontournable pour tout Israël et surtout pour tous les gens qui habitent Jérusalem. Oui, enfin, c'était un personnage très connu dans Jérusalem parce que il a fait dans Jérusalem 200 projets. 200, la municipalité, les routes, l'Itztadion, le Gan Chayot, le Gan Technologie, la Michlalet Azrieli. C'est la chose la plus importante parce que c'était pour l'éducation. Et Uzi, il est né à Jérusalem. Il est né à Beit Vegan. Et les parents étaient religieux. Lui, il est parti au kibbutz. Il est revenu, il a travaillé pendant 25 ans avec Teddy Kollek. Et pour lui, autant que mon père, c'était un bâtisseur pour l'État d'Israël, Uzi, pour lui, l'important, c'était Jérusalem. Il a fait tellement de projets dans Jérusalem que il a changé l'aspect de Jérusalem. Ah, complètement. Et pour chaque chose, il s'est battu, il savait comment il voulait faire, et il était un homme très fort, de caractère très fort. Il n'était pas architecte, hein, il faut bien préciser. Pas du tout. Tous les architectes ont travaillé pour lui. C'est ça. Lui, il était Menael Minal Mekarkei Israël, il était le Gizbar de Jérusalem, il a monté la Rashut Lepituach Yerushalayim, il était le président de Keren Sherover qui s'occupe c'est le théâtre de Jérusalem et toutes les choses de culture. Il était une personne qui arrive chaque journée à lui, c'était comme 20 journées de quelqu'un d'autre. Il arrivait à faire, c'est incroyable ce qu'il arrivait à faire en une journée. Il avait des idées et il savait les réaliser. Et c'est rare dans la seule personne. Et en plus, c'était un chassid gai et plein de vie. Il organisait tous les amis et toute la vie de tout un groupe. Et on est une grande famille en plus. Et maintenant, là où je vais maintenant, quand il n'est pas là, les gens me disent... Comment on fait sans lui? Parce qu'il avait un tel élan et de telles idées. La Michlalet Azrieli qu'il a montée, c'est à Givat Mordechai. Mm-hmm. Après avoir monté la Rashut Lepituach Yerushalayim, où ils ont fait... C'est la Société pour le développement de Jérusalem. Pour monter toutes les sociétés de high-tech. Après les avoir montées au Har Chotzvim, ils ont découvert qu'il n'y avait pas d'ingénieurs à Jérusalem. Tous les ingénieurs viennent de Tel Aviv,
viennent à Jérusalem, il n'y a pas d'ingénieur à Jérusalem. Alors il a dit, il faut monter une école d'ingénieurs à Jérusalem. Il est allé à l'université, on ne voulait pas le... personne ne voulait. Il a dit, personne ne veut le monter, moi je vais le monter. Il a commencé avec 70 élèves dans un vieux bâtiment de Bezek à Givat Mordechai. Aujourd'hui, il y a près de 3000 étudiants. C'est un très haut standard d'études. Bien sûr. Et tous ceux qui finissent ont tous du travail. Et maintenant, il y a des ingénieurs à Jérusalem. Et quand on voit ceux qui finissent les études, alors ça, on voit les familles. Et les familles, ce n'est pas les familles de l'université. Parce que aussi, ça lui était important d'aider les gens qui n'avaient pas de possibilités financières. Uzi qui n'a jamais demandé un verre d'eau à personne. Il n'acceptait pas un verre d'eau. On ne pouvait pas l'inviter ni à manger, ni rien. Il était très yek et très strict. Pour avoir de l'argent pour donner aux étudiants, il était prêt à aller demander à tous les plus grands riches du monde, pour aider les étudiants. Ma famille aussi a beaucoup aidé pour des milgot, comment on dit ? Pour des bourses. Pour des bourses. Oui. Et je venais avec lui chaque fois pour voir le tekesium, la cérémonie, on va dire. Alors, une cérémonie, il y a toujours celui qui est le maître de cérémonie. Non, l'étudiant Mitztayen. Ah, l'étudiant. Alors, une des étudiantes Mitztayen le prix d'excellence. était une fille le père a assassiné la mère et le frère était en prison. Et elle est sortie ingénieure Mitztayen de tout le monde. Et un autre, un Haredi. Après 2 ans, il a dit à Uzi, je peux pas, j'ai déjà 5 enfants, je peux pas continuer à étudier, je peux pas. Uzi a dit, toi, tu vas continuer à étudier, moi, je m'occuperai. Je m'occupe de ta famille. Pour avoir que tu aies une milga, une bourse. Et le public qui vient, c'est des familles arabes, pieuses, de tous les côtés de Jérusalem. C'est la première fois qu'il y a un académaï, quelqu'un d'académaï. Une université, on va dire. Oui, un universitaire. Académicien dans la famille. Et alors, ça a changé la famille, parce que du coup, ce jeune qui a fini le collège et qui est ingénieur, il entraîne après lui toute la famille. Et pour voir les parents, ils sont tellement fiers. Et Uzi me racontait pas longtemps avant sa mort qu'il marchait dans Rechavia et tout d'un coup s'arrête la voiture de le grand trac de la poubelle s'arrête et sort le chauffeur et court après lui. Et Uzi au début il a eu peur, j'imagine. Et l'autre Uzi, il l'attrape, il l'embrasse, il lui dit que Dieu te bénisse, mon fils a fini le collège, moi je suis chauffeur de camion de poubelle et mon fils a fini premier ingénieur. Alors continue comme ça et que Dieu te bénisse. Uzi, il a dit que en Israël et à Jérusalem, ce qu'il faut changer, c'est donner l'éducation et donner la possibilité d'étudier. Donc vous avez grandi entre 2 bâtisseurs, on va dire, 2 bâtisseurs d'Israël. Oui, votre père qui a vraiment changé la donne économique du pays. Oui, il a toujours, après avoir quitté la société d'Elek, il a monté une fondation, mon père. Et il a aidé... parlait de beaucoup d'amis qu'il avait dans le monde, toutes les universités et tous les Olim Hadashim et de France et de Russie ont toujours fait tout pour les autres. Pour les autres. Et votre mari... C'est pas à la mode aujourd'hui. Mais si, ne vous inquiétez pas, c'est à la mode. En tout cas, sur cette antenne, je peux vous dire qu'on voit des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et c'est extraordinaire. Après sa mort, tellement de gens sont approchés de moi et m'ont dit... Personne ne sait, mais vous savez, il m'a changé la vie. Personnellement, il m'a aidé. Donc c'est ça, c'est intéressant que vous soyez là aujourd'hui pour nous montrer un autre visage d'Uzi Wexler, parce qu'il a construit Jérusalem. On voit des bâtiments, on le sait, etc. Mais il a aussi changé le destin des hommes qui vivent à Jérusalem. Parce qu'il était très attentif aux gens et il a toujours beaucoup aidé tout le monde. Bon, alors vous savez ce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une femme, toujours. Peut-être.
c'est possible. Mais c'est certain, donc vraiment un destin extraordinaire. Merci beaucoup, Daniela Wexler, d'être venue. Je peux rajouter juste un mot à ce sujet. Oui, allez-y. En tant que couple, on s'est aidé l'un l'autre. Moi, jamais j'aurais pu faire le travail de juge avec 4 enfants s'il n'avait pas été présent et encourageant. Parce que pour faire une carrière, les 2 carrières, il faut être 2. C'est très beau. Et vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue, Daniela Wexler, d'avoir rappelé la mémoire de votre mari, Ouzi. Voilà, c'était passionnant. À très bientôt. Merci beaucoup. Et on vous retrouvera sûrement pour une autre émission, parce que vous avez encore d'autres talents. Mais oui, c'est comme ça. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.